Mathilde! Mathilde! Monsieur? Aidez-moi à me lever. Mais monsieur le docteur a recommandé... Le docteur a recommandé de ne pas me contrarier. Alors, aidez-moi et passez-moi ma robe de chambre. Oui, attendez. C'est tout de même malheureux. Au lieu de rester bien tranquillement dans votre lit. C'est pas comme ça que vous allez guérir. Ni comme ça, ni autrement, vous le savez très bien. Où voulez-vous aller? Pas au grenier, bien sûr. Au salon, dans mon fauteuil. Donnez-moi votre bras. Oui, encore une chance que vous soyez installé au rez-de-chaussée. N'empêche que vous n'êtes pas raisonnable. Je ne veux pas que... Mais attendez. Commencez par vous asseoir. Vous parlerez après. Là, doucement. Là. Vous êtes bien? Oui, mais ça va, merci. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce donc que vous ne voulez pas? Je ne veux pas que mes invités me trouvent dans mon lit. Oh, parlons-en de vos invités. Des neveux et des nièces qu'on voit 2 fois par an et qui... Tiens, en voilà déjà un. Oh, ça doit être Monsieur Marc qui conduit comme un fou. Oui, allez lui ouvrir. Et surtout, n'oubliez pas, hein, pas un mot sur mon état de santé. Mais oui, c'est entendu. Seulement, faudrait aussi qu'il soit aveugle. Bonjour, Madame Mathilde. Comment va la vie? Oh, la vie, elle va toujours. Ce serait plutôt les vivants. Diable, mon oncle n'est pas malade, j'espère. Mais non, je parle de mes rhumatismes. Ah, bon. Votre oncle est au salon, vous connaissez le chemin. À tout à l'heure. Oui. Je viendrai mettre un peu le nez dans vos casseroles. Oui, c'est ça, essayez un peu pour voir. Bonjour, mon oncle. Joyeux anniversaire. Alors, comment allez-vous? Oui, bonjour. Toujours aussi bruyant à ce que je vois. Oh, c'est un reproche déjà? À mon âge, on a besoin de calme. Allons. Mais vous n'êtes pas si vieux que ça, non? Je ne dis pas que vous nous enterrerez tous, non, faut rien exagérer. Mais enfin, nous aurons encore de beaux anniversaires. Tenez. Voilà. Ça, c'est pour vous. Oh, merci. Assieds-toi. Et les autres? Oh, je les ai semés à la sortie de Paris. Oui, Agnès et Denise ont préféré monter avec Georges. Garçon rangé et qui conduit prudemment. Oui, j'ai lu un de tes articles l'autre jour. Hein? Tu donnes dans la politique maintenant? Bon, moi, vous savez, j'écris à la commande. Un peu de sport par-ci, un peu de politique par-là. Le principal aujourd'hui, c'est de pouvoir payer ses impôts. Oui, je vois. Et vous, mon oncle? Ce cœur Ça va. Tu as revu les autres ces temps-ci? Non, à part Agnès, que je rencontre parfois au théâtre, nous ne fréquentons guère les mêmes endroits. Comment va-t-elle, Agnès? Au théâtre, je veux dire. Oh, elle va lentement. Oui. Pas très sûrement. Ah. Pour une fois qu'on lui avait confié un rôle important, elle ne s'y est pas montrée trop brillante. J'ai l'impression qu'elle échangerait volontiers sa place contre un bon mari. Oui, mais l'ennui, c'est que les bons maris sont encore plus rares que les bons roses. Oui, peut-être. Ouais, si j'en juge par moi-même, certainement. Oh, toi, tu es bâti sur le même modèle que moi. Le jour où une femme te passera la corde au cou, c'est que tu n'auras plus de tête. D'ailleurs, c'est sans doute pourquoi je te supporte un peu mieux que les autres. Ah, un peu seulement. C'est déjà trop. Quand on n'est rien qu'un vieil oncle à héritage, on ne doit pas avoir de préférence. Mais pourquoi ne pas vous délivrer de cette obsession, voyons? Léguez une bonne fois votre fortune à des œuvres et puis tout sera dit. Ah, merci bien. Pas envie de me retrouver complètement abandonné. C'est pas que je craigne tellement la solitude, remarque. Mais un peu de bruit de temps à autre me fait du bien. Et puis... Et puis? Non, rien. Tu sauras ça ce soir, en même temps que les autres. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit d'une petite surprise dont je ne suis pas mécontent. Ah, vous êtes un amour, oncle Albert. Un dîner aussi parfait alors que vous mangez à peine. Mais ce n'est ni plus ni moins que de l'héroïsme. Inutile de t'apitoyer, ma chère Denise. La soirée n'est pas terminée. Auriez-vous l'intention de vous rattraper sur les digestifs? Si j'en crois mon médecin, cela risquerait de m'être fatal. D'ailleurs, à mon âge, les aspirations sont parfois d'un autre ordre.
ainsi que vous allez pouvoir le constater. Voici plusieurs fois que vous faites allusion à votre médecin et à votre état de santé. Vous n'êtes pas sérieusement malade, j'espère. Tes espérances me paraissent contradictoires, mon garçon. J'avais cru comprendre que tu avais besoin d'argent. Non, ça, je puis vous certifier que Georges est néanmoins sincère, mon oncle. Plutôt que d'espérer votre disparition, il a tout simplement décidé de vous taper. Si tu voulais bien te taire, tu me ferais plaisir. Oh, bon, excuse-moi, mon oncle. Alors, Mathilde, ce café. Le voici, monsieur, le voici. Il finit juste de passer. Bon, eh bien, servez-le. Bien, monsieur. Et asseyez-vous. Oui, monsieur. Oui, ce qui va suivre vous intéresse également. Moi? Oui, vous. Quant à toi, Georges, Oui. sois gentil d'aller jusqu'à ma chambre et de me rapporter le porte-document qui est sur la table. Et tout de suite, mon oncle. On dirait que le moment est venu de passer aux choses sérieuses, non? Exactement. Et tu me ferais plaisir si tu cessais un peu de faire le clown. D'autant que tu n'es pas tellement drôle, mon pauvre Marc. Oh, chère Agnès, va. Tu mériterais que je te parle de ton dernier rôle. Ah, allons, pas de dispute. Mettez les alcools sur la table, Mathilde. Bien, monsieur. Chacun se servira. Eh bien, Georges, il t'en faut du temps. Et voici, mon oncle. Je ne trouvais pas l'interrupteur. C'est bien la peine d'être ingénieur. Oh, pardon. Eh bien, voilà. J'ai voulu profiter de cette petite réunion pour vous annoncer que vous serez probablement tous les 5 mes seuls héritiers. Bon, enfin, bon. Ah non, je vous en prie, taisez-vous. 5 héritiers à part égale. Ce qui fera pour chacun de vous une petite fortune assez respectable. Seulement, j'estime que ça mérite tout de même une compensation. Et comme mon état de santé ne me permet plus de goûter à certains plaisirs de la vie, au point d'ailleurs qu'il m'est interdit de sortir de cette maison, j'ai décidé de profiter pleinement de votre présence et de mourir, selon la formule consacrée, entouré de l'affection des miens. Mais mon oncle... Un instant, je suis loin d'avoir terminé. Je n'ignore pas que ce désir va sans doute soulever pas mal d'objections. Il n'est pas toujours facile de s'arracher à sa vie privée et à ses occupations, fût-ce pour acquérir une fortune. Par contre, les oncles à héritage ne courent pas non plus les rues. Il n'est pas impossible que ceux-ci puissent compenser cela. Bref, chacun de vous en décidera pour lui-même. Et je vous pose, quant à moi, la question suivante. Sachant que j'ai le cœur très malade et que je subis des crises de plus en plus rapprochées, et sachant que les médecins ne m'accordent guère que 2 à 12 mois de sursis, accepteriez-vous, dès ce soir, de rester auprès de moi jusqu'au jour de ma mort, étant entendu que vous ne sortirez pas de cette maison et qu'il vous sera impossible de communiquer avec l'extérieur? Agnès, Mon oncle? ta réponse. Mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce à moi de répondre la première? Oui, au fait, tu as raison. Commençons par ce cher Marc, qui a toujours réponse à tout. Que penses-tu de ma proposition? Ma foi, à première vue, elle me fait l'effet d'une bonne plaisanterie, mais enfin... Mais je t'affirme qu'il n'en est rien. Et je ne te conseille pas de la prendre pour telle. Bon. Bah, évidemment, c'est assez piquant. Enfin, je me demande avant tout si la chose est possible. Car enfin, lorsque votre brave Mathilde, vos 2 nièces et vos 2 neveux auront disparu de la circulation, vous risquerez fort de voir arriver la police, non? La police sera prévenue en temps voulu et je ferai le nécessaire pour que le secret soit néanmoins gardé. Non, ça, ne te préoccupe pas de ces détails et réponds simplement pour ce qui te concerne. Eh bien... C'est ce qui s'appelle être pris de court, évidemment. Bah, je sais pas moi, à la réflexion, l'expérience pourrait être amusante. Oui, alors bien entendu, je ne pourrais pas faire tenir mes articles au journal. J'ai dit aucun contact. Oui. Bon. Eh bien, cela me coûtera donc probablement ma situation. Et puis, très certainement, une blonde amie qui me manquera beaucoup. En revanche, ce séjour me permettra peut-être d'écrire enfin un certain roman auquel je pense depuis longtemps. Et puis, comme de toute façon, je sortirai d'ici à l'abri du besoin. Bon, bah alors, décidément, j'accepte, mon oncle. Et puis même, j'espère que les médecins se trompent et que vous vivrez encore longtemps. Après tout, votre maison est une retraite agréable.
Et puis la cuisine de Mathilde est fameuse. Hein. Parfait, parfait. Georges? Non, je vous demande pardon, mon oncle, mais je ne parviens pas à prendre votre proposition au sérieux. Oui, c'est ton droit. Mais je suis obligé de considérer cela comme un refus. Non, 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 je voulais dire que... Enfin, à mon avis, vous êtes en train de nous faire subir une sorte d'épreuve. On ne peut pas mieux dire, mon cher Georges. Seulement, pour vous décider, vous n'avez pas de choix. C'est ce soir ou jamais. Alors, Vous semblez oublier que je suis marié, mon oncle. Et aussi que j'occupe un poste important dans une grande entreprise. Mais d'autre part... une épreuve est une épreuve. Et c'est toi-même qui as prononcé le mot. Tes considérations ne me regardent pas. C'est à toi de peser. Tout ce que je peux faire, c'est t'accorder 5 minutes pour réfléchir. Non. Denise, ton avis? Bien, je me préparais à vous annoncer mes fiançailles, oncle Albert. Si je disparaissais soudainement... Ah, si tu disparaissais soudainement, tu pourrais mesurer la qualité de l'amour qu'on te porte. Quand un homme aime une femme, et pour autant qu'il ne la sache pas morte, il doit pouvoir l'attendre au-delà d'un an ou deux. Je t'accorde donc mes félicitations, mais je n'en exige pas moins une réponse à ma question. Est-ce que... je ne pourrais pas avoir aussi quelques minutes pour réfléchir? Bien sûr, bien sûr. Merci. Agnès, J'accepte, mon oncle. eh ben, à la bonne heure. Voilà ce que j'appelle une réponse sans bavure. Et ton théâtre? Ce soir, nous ne jouons pas. Et si demain je n'y suis pas, ma doublure prendra définitivement ma place. C'est prévu ainsi dans mon contrat. Pas de grand amour, pas de mariage en vue? Non. Parfait, parfait, parfait. Quant à vous, Mathilde, étant donné que vous vivez auprès de moi depuis près de 15 ans, je suppose que cela ne vous changera guère. Ben voyons. 4 personnes de plus dans une maison, ça ne se voit même pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas d'aide. Oui. Pour ce qui est des courses, les commerçants se feront une joie de livrer jusqu'ici. Ah, là-dessus, et pendant que Denise et Georges réfléchissent encore un peu, je vais vous lire la copie de mon testament. Je sous-signais Albert Delambre, né le... etc., et décidé que la totalité de mes biens et de ma fortune serait partagée de façon égale entre celles des 5 personnes, dont les noms suivent, qui se trouveront à l'intérieur de ma maison à l'heure de ma mort. Il s'agit de mes 2 nièces, Denise Gauthier et Agnès Bernada, de ma gouvernante Mathilde Guinchard et de mes 2 neveux, Georges Vallon et Marc Delambre. Si une ou plusieurs de ces 5 personnes se trouvent hors de la maison à l'heure où je mourrai, fût-ce dans le jardin ou dans les environs immédiates, elle sera automatiquement rayée de cette liste. Fait à Montfort-la-Maurie, etc. Voilà, sans doute, et ça peut farfelu. Mais je peux vous affirmer que ce document n'en est pas moins parfaitement inattaquable. Puis-je poser une question? Ma chère Agnès, nous avons maintenant toute ma vie devant nous pour bavarder. Je voudrais savoir le pourquoi, oncle Albert. Et aussi ce que vous espérez. Enfin, pour tout dire, j'imagine mal que vous ayez un tel besoin de compagnie. Oui, tu as parfaitement raison. Mais j'ai très envie de m'amuser encore un peu avant de quitter ce monde. Et je suis persuadé que vos réactions vont me divertir énormément. Là-dessus, vous m'excuserez, mais je dois tout de même ne pas me coucher trop tard. Du reste, nous aurons tout le temps de bavarder dans les jours à venir. Puis-je connaître ta réponse, Denise? Eh bien, j'accepte, mon oncle. Georges? Moi aussi, je reste. Je suis très touché, mes enfants. Très touché par cet attachement que vous montrez tous pour votre vieil oncle. J'en étais d'ailleurs tellement certain que Mathilde a déjà préparé vos chambres. Aide-moi un peu, Marc, veux-tu? Je vous souhaite une bonne fin de soirée, mais je compte sur vous pour ne pas faire trop de bruit. Et ne cherchez pas non plus un appareil téléphonique, le seul qui reste est maintenant dans ma chambre. Ah, voilà.
À demain, mes enfants. Bonsoir. Mon enfant. Oui, et surtout, attention, si l'envie vous prenait d'aller faire un tour dans le jardin, abstenez-vous plutôt. Avec un vieux cœur comme le mien, on ne sait jamais. Monsieur Marc! Monsieur Marc, réveillez-vous! Mais que se passe-t-il? Vite, habillez-vous. Votre oncle est mort. Qu'est-ce que vous dites? Dans son lit. Je viens de le trouver à l'instant. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique, ce médecin? Voilà plus d'un quart d'heure qu'il est enfermé dans cette chambre. Mais il ne faut pas tellement de temps pour constater un décès. J'ai l'impression qu'il en faudra bien davantage, ma chère Agnès. Sinon, pour constater le décès, du moins pour en déterminer les causes. Et puis je suis prêt à parier que le Toubib va réclamer une autopsie. Bon, toi, tu es toujours prêt à parier sur n'importe quoi. Seulement, pour cette fois, ton indécence passe franchement les bornes. Tu es bien pointilleux ce matin. Concernant notre oncle, tes commentaires d'hier soir étaient moins respectueux. Oh, Georges a raison, Marc. Enfin, comment peux-tu rire ainsi alors que ce pauvre oncle Albert... Ce pauvre oncle Albert est mort et vos marques d'affection arrivent un peu tard. Oui, vous me trouvez indécent, mais cela ne vous empêche pas de penser à tout ce que vous allez enfin pouvoir vous offrir. Oui, oui, bien sûr. Tandis que toi, n'est-ce pas, tu caches une peine profonde sous ta désinvolture. J'aimais hein? bien notre vieil oncle, un point c'est tout. Cela ne m'empêchera certainement pas de profiter de son argent, mais je n'en suis pas encore à faire des projets. Et puis ça pour la simple raison que nous ne sommes nullement certains d'hériter. Hein? Que veux-tu dire? Oui, j'y ai pensé dès hier soir, notez bien. Moi, j'ai pas voulu gâcher le plaisir évident de l'oncle Albert. Je pensais que... Enfin, que nous aurions tout le temps d'en parler plus tard. De parler de quoi? Ouais, alors, en vrai, ça ne vous a pas frappé. Non, l'idée ne vous est pas venue que... Alors, docteur? Comment alors? Vous n'attendez pas un bulletin de santé, j'imagine? Non, bien sûr. Je voulais simplement savoir comment cela était arrivé, c'est tout. Je ne sais si peu moi-même que je viens d'appeler la police, mademoiselle. Quoi? Et pour tout vous dire, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une cause naturelle et je me vois dans l'obligation de réclamer une autopsie. Ah, c'est affreux. Mais enfin, docteur, sur quoi basez-vous une telle affirmation? Et si vous le permettez, monsieur, je réserverai mes premières impressions pour la police. Mais je vous ferai remarquer que c'est précisément parce que je ne puis rien affirmer que j'en suis réduit à réclamer un complément d'information. Y a-t-il un endroit où je puisse me retirer pour commencer mon rapport? Oui, il y a un petit bureau à droite de la chambre. Je vous remercie. Allez, à propos de la chambre, Oui. je vous demanderai de n'y pénétrer sous aucun prétexte. D'ailleurs, d'une façon générale, mieux vaut que vous ne touchiez plus à rien avant l'arrivée de la police. Eh bien, c'est charmant. Oui. Il ne nous traite pas encore d'assassins, mais c'est tout juste. Si c'était que le médecin. Eh bien, vous allez encore me trouver vulgaire, mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est insensé. Insensé. L'oncle Albert était cardiaque. Il était condamné et il est mort dans son lit pendant son sommeil. On voit ça tous les jours, non? Eh oui, sans doute. Seulement, ce qu'on ne doit pas voir tous les jours, ou plutôt tous les soirs, c'est la petite séance d'hier. Oui. Mais à moins que tu n'aies trouvé malin de lui en parler déjà, je ne vois pas comment ce médecin serait au courant. Non, non, mais à vrai dire, je ne pense pas qu'il le soit. C'est bien ce qui m'inquiète. Car s'il pense à un crime, c'est qu'il a dû découvrir un indice quelconque. Ma parole, mais vous devenez tous fous! Qu'un médecin se monte la tête à propos d'une mort subite passe encore, mais que vous puissiez penser que l'un de nous est un assassin, c'est tout simplement aberrant. Agnès a raison. Si nous commençons à nous soupçonner les uns les autres, nous ne ferons qu'apporter de l'eau au moulin de la police. Oh, c'est un moulin qui tourne très bien tout seul. Et puis, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour deviner qu'il aura bientôt autant de suspects que de bénéficiaires sur le testament. Tiens, à ce propos, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ah, je voulais tout simplement vous rappeler que, sous des dehors assez froids, l'oncle Albert était néanmoins un fameux plaisantin. Et je ne serais pas autrement étonné si le testament qui est chez le notaire n'avait finalement qu'un très lointain rapport avec celui qu'il nous a lu hier soir. Alors, inspecteur, vos conclusions? Oh, j'ai bien peur de ne pouvoir en formuler avant longtemps, monsieur le juge. L'affaire est aussi délicate que compliquée. Avez-vous reçu le rapport du médecin légiste? Oui, il corrobore les premières constatations.
La mort est survenue par suite d'une absorption massive du calmant dont se servait le vieil homme. Enfin, une certitude qui ne nous avance guère, en somme. En effet. Et malheureusement, il y en a une autre qui vient encore tout compliquer. Ah. Oui, le flacon qui contenait le médicament a été soigneusement essuyé et ne porte pas une empreinte. Pas une seule. Non. Si. C'est à peine croyable. À moins qu'il ne s'agisse d'un parfait imbécile, l'assassin devait pourtant bien se douter que nous examinerions ce flacon. Si vous le permettez, je ne crois pas, monsieur le juge. Il a dû faire cela à tout hasard, mais il comptait bien que la police ne serait même pas alertée. Si chaque fois qu'un cardiaque meurt dans son lit, nous devions nous déranger, il nous faudrait pour le moins doubler nos effectifs. Oui. Non, la seule chose que l'assassin ne pouvait deviner, c'est que le médecin serait intrigué par le visage trop calme de la victime. Selon lui, les crises réveillaient douloureusement son malade, et il n'avait pour ainsi dire aucune chance de mourir tranquillement durant son sommeil. Alors, voilà qui devrait permettre d'éliminer la gouvernante, non? Elle ne devait pas ignorer ce détail. Ah, a priori, oui. Mais elle aurait pu agir, encore que je ne la crois pas aussi subtile, en pensant précisément que cela l'innocenterait. Non. Ce qui rend mon travail si difficile, en définitive, c'est cette habitude qu'avait le vieil homme de faire préparer chaque soir son remède, un verre d'eau sur sa table de chevet, et qui contenait déjà les 5 gouttes nécessaires. N'importe qui a pu entr'ouvrir la porte, saisir le flacon qui était à côté du verre, et ajouter 40 ou 50 gouttes aux 5 déjà préparées. Oui. Qui les préparait? Ah, Mathilde Guinchard. Elle l'avait fait hier soir, comme tous les soirs. Donc, ces empreintes n'étant pas sur le flacon, l'assassin est forcément passé après elle. Non, justement. Comment? Et c'est bien là le plus embarrassant. La gouvernante prétend que le bouchon compte-gouttes n'était jamais vissé. Ceci pour en faciliter l'emploi éventuel à son maître. Et hier soir, elle aurait, paraît-il, saisi le compte-gouttes sans toucher au flacon. Bizarre, non? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que la petite poire du compte-gouttes ne risque pas de nous apprendre quoi que ce soit. À part ça, je ne serais tout de même pas mécontent de voir arriver le notaire. Demain, après les obsèques, nous saurons enfin ce que contient le testament de cet étrange oncle Albert. Décidément, maître Gallois, vous êtes très mystérieux. Les dernières volontés de mon client m'y obligent, monsieur l'inspecteur. Et je crois pouvoir vous affirmer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Toute la famille du défunt est à côté. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder à l'ouverture du testament. Et je vous demanderai d'y être très attentif. Recommandation parfaitement inutile. Même si mon devoir ne m'imposait la plus grande attention, ma curiosité suffirait. Eh bien, c'est parfait. Allons-y. Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Mais si vous le permettez, je m'installerai à cette table. Merci. Mademoiselle Guinchard n'est pas là. Non, mais elle est à côté, je vais la... Ah mais tenez, la voici. Asseyez-vous, ma bonne Mathilde. Asseyez-vous. Mesdemoiselles, messieurs, l'heure est venue de vous faire connaître les dernières volontés de M. Albert Delambre. Ou plutôt, étant donné les circonstances de sa mort, je devrais dire les avant-dernières volontés. M. Delambre, en effet, avait prévu qu'il pourrait mourir assassiné. Je ne dirais pas qu'il s'y attendait, non, mais enfin, c'est une éventualité qu'il n'avait pas voulu négliger. D'ailleurs, avant de décacheter l'enveloppe que voici, je demanderai à l'un ou l'une d'entre vous de bien vouloir nous lire ce qui est écrit dessus. Mademoiselle Bernada, s'il vous plaît. À ouvrir avant mon testament, mais uniquement en cas de mort suspecte. Bien. Je pense, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de doute quant à la nécessité d'ouvrir cette enveloppe. Non, je vous demande pardon, mais qui a décidé que cette mort était suspecte? Eh bien, mais le médecin pour commencer, monsieur. Et si la police a décidé d'ouvrir une enquête, c'est évidemment que ses doutes étaient fondés. Elle a belle raison. Comme si l'on n'avait jamais vu la police fourvoyée par des experts. Si cela doit aider à vous convaincre, monsieur, je puis vous révéler le résultat de l'autopsie. Monsieur votre oncle est décédé pour avoir avalé 50 à 60 gouttes de son médicament au lieu des 5 qui lui étaient prescrites.
Et ces 50 à 60 gouttes ont été versées par une personne qui a jugé préférable de nettoyer ensuite très soigneusement le flacon. Ça alors? Et quoi qu'il en soit, une enquête est ouverte et cela suffit pour qu'il me faille ouvrir cette enveloppe. Voici. Mon cher maître, puisque vous avez ouvert ce pli, c'est que les circonstances de mon décès n'ont pu être établies avec certitude et que j'ai probablement été assassiné. Bien entendu, là où je suis, cela me laisse parfaitement froid. Pardonnez-moi ce piètre jeu de mots, le dernier. Mais par-delà la tombe, un souci me préoccupe encore. Je ne veux, à aucun prix, que mon ou mes assassins profitent de leur crime. C'est dire que si j'ai été oxy par un vagabond ou par un quelconque inconnu, vous pourrez déchirer cette lettre et ouvrir sans plus tarder mon testament. Par contre, si mon assassin n'est pas encore découvert, vous attendrez qu'il le soit pour ouvrir le document susdit. Et enfin, si 3 mois après l'ouverture de la présente lettre, l'assassin court toujours, vous détruirez mon testament et vous ferez don de la totalité de mes biens et de ma fortune aux œuvres de la commune. Voilà. Eh bien, on peut dire que ce cher oncle Albert ne laissait rien au hasard. Non, c'est insensé. Écoutez, j'aurais préféré ne pas le dire, mais notre pauvre oncle était devenu complètement fou. J'en doute, cher monsieur. Et, en tout cas, il avait prévenu l'objection. Voici un papier, daté du même jour, et certifiant que M. Albert de Lambes disposait de toutes ses facultés mentales. Comme vous pourrez le constater, il est signé par 2 éminents psychiatres. Oh, c'est merveilleux. Si nous n'étions pas en deuil, je proposerais un banc. Mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout cela veut dire au juste? Mais tout simplement, ma chère Denise, que si l'assassin n'est pas découvert avant 3 mois, nous pourrons dire définitivement adieu à l'héritage. Et s'il avait voulu faire de nous des auxiliaires de la police, ce cher oncle Albert ne s'y serait pas pris autrement. Tiens, l'inspecteur Renard. Comme disait aussi, voilà bien longtemps que nous l'avons vu dans les parages. Heureux de vous trouver là, monsieur de Lambes. Cela m'évitera d'avoir à vous convoquer. Diable! Seriez-vous sur le point de m'arrêter? Mais entrez, je vous en prie, entrez. Merci, mais je préférerais m'entretenir tout d'abord avec mademoiselle Guinchard. Oh, vous n'allez pas encore la torturer, j'espère, non? Attendez. Mathilde! Oui, oh je suis oh, là. ma bonne Mathilde, on ne vous a donc jamais dit que c'était très mal d'écouter aux portes, hein? Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, mademoiselle. Mais je n'écoutais pas, je vous assure. Je viens du premier. Et je... Aucune importance. Je pense que monsieur de Lambes voulait plaisanter. Oui. Bon, allons jusqu'au salon, voulez-vous? Quant à vous, monsieur, soyez gentil de rester à proximité. Eh bien, je vais m'installer dans la pièce à côté, vous n'aurez qu'à m'appeler. Parfait. Asseyez-vous, mademoiselle Guinchard. Merci, monsieur l'inspecteur. Mademoiselle, lorsque je vous ai interrogé pour la première fois, vous m'avez démontré que vous n'auriez pas eu le plus petit mobile pour tuer votre maître. Depuis plus de 15 ans, vous êtes ici comme chez vous, la maison vous plaisait, et monsieur de Lambes vous avait laissé entendre que s'il disparaissait, vous ne resteriez pas dans le besoin. Bref, étant donné que vous n'aimeriez pas être sans occupation et que vous n'avez nulle famille, vous souhaitiez que votre maître vive le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Bon. L'ennui, voyez-vous, c'est que cette enquête m'a obligé à contrôler vos dires. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur l'inspecteur. Je pense que si. Car si vous n'avez jamais eu de famille, vous avez un fils, mademoiselle Guinchard. Un fils de 25 ans, et qui n'est pas un sujet des plus recommandables. Ce n'est pas sa faute, monsieur l'inspecteur. C'est la mienne. Mon garçon a été élevé par des étrangers. Il n'a jamais eu de foyer. Oui, je sais. Mais je sais aussi que vous avez dépensé beaucoup pour lui faire apprendre un métier qu'il s'était empressé d'abandonner. Si bien qu'aujourd'hui, mis à part quelques affaires plus ou moins louches, c'est encore vous qui restez sa principale source de revenus. Je ne comprends pas, monsieur l'inspecteur. Une mère a bien le droit d'aider son fils, non? Où prenez-vous l'argent que vous lui donnez? Ici, je pouvais facilement vivre sans toucher à mon salaire. Et puis, j'avais quelques économies. Vous aviez... Oui, parfaitement, j'avais. Mais si vous croyez que j'ai tué mon maître pour... Je ne dis pas cela, mademoiselle.
Mais vous m'avez menti. Et je le trouve regrettable. Concernant mon fils, il y a 25 ans que je mens. Quand on est seul et que l'on doit se placer chez les gens, mieux vaut ne pas se présenter avec un enfant. Oui, bien sûr. Malheureusement, lorsque vous ne mentez pas, vous vous taisez. Et dans certains cas, cela peut être tout aussi grave. Pourquoi ne m'avoir jamais dit que lorsqu'il avait une crise, votre patron avait l'habitude de vous sonner? Mais je... Parce que vous ne me l'avez pas demandé. Voyez-vous cela? Je ne voulais pas demander, alors naturellement vous n'y avez pas pensé. C'est-à-dire, ça ne m'a pas frappé tout de suite. C'est seulement lorsque le docteur a parlé d'appeler la police. Après, Eh bien, j'ai eu peur, je l'avoue. Peur de quoi? Que l'on ne me croie pas si je disais que monsieur n'avait pas sonné. Alors, comme personne n'en parlait... Oui. Encore une chance que l'infirmière qui a travaillé 3 semaines ici se soit souvenue de ce détail. Car il sonnait toujours, n'est-ce pas? Oui. Je restais auprès de lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Et ce dernier soir, il n'a pas sonné? Non. Est-ce que vous lisez parfois des romans policiers? Et cela m'arrive, oui. Pourquoi? Non, pour rien. Une idée. Je vous remercie, mademoiselle. C'est tout? Pour le moment, oui. Soyez gentille de m'appeler Monsieur Delambre, s'il vous plaît. Bien. Oh, dites-moi, j'y pense. Pourquoi n'avoir jamais parlé de votre fils à votre patron? Il n'était pas un mauvais homme, il vous aimait bien. Il aurait pu vous aider. Oui, peut-être. Au début, je n'ai pas osé, et après, il était trop tard. Quand on a commencé à mentir, il n'est pas facile de revenir en arrière. Je ne vous le fais pas dire. Merci, mademoiselle. Eh ben, je ne sais pas ce que vous avez raconté à cette pauvre Mathilde, mais elle paraît bouleversée. Et tout de même pas me dire que vous la soupçonnez, non? Pourquoi pas? Parce que ce serait complètement ridicule, voyons. Mathilde avait pour mon oncle une véritable vénération. Mais sans compter que maintenant, elle tremble à l'idée de devoir quitter cette maison. Très bien, n'en parlons plus. En du reste, ce n'est pas là ce dont je voulais vous entretenir. Oui, ça je m'en doute, oui. Je suppose que mon tour est venu de prendre place sur le grill. Contentez-vous de ce fauteuil et cessez de plaisanter à tout propos, vous serez gentil. Hein. Pourquoi, je vous choque? Non, non, pas du tout, mais j'ai beaucoup de travail. Non, dans ce cas, pardonnez-moi. Dans ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que je ne porte le deuil ni sur mes vêtements ni sur mon visage. Mais j'aimais bien mon oncle. Je ne demande qu'à vous aider. Sauf, bien entendu, s'il s'agit de faire incriminer Mathilde. Et si je vous disais que j'ai de très sérieuses présomptions contre elle? Mais des présomptions ne sont pas des preuves. 9 fois sur 10, ce sont surtout les innocents qui ont l'air coupables. À ce compte-là, je pourrais remarquer que vous avez l'air singulièrement innocent. Bon, je ne dis plus rien, voilà. J'aimerais cependant avoir votre avis, monsieur Delambre. Car enfin, puisque vous trouvez ridicule de soupçonner Mathilde, si nous admettons a priori que vous n'êtes pas l'assassin, il ne reste bel et bien que votre cousin et vos 2 cousines. Alors? Alors quoi? Ne faites pas le naïf, voulez-vous? Ne me ferez jamais croire que vous n'avez pas votre petite idée. Eh bien, c'est ce qui vous trompe, monsieur l'inspecteur. Voyez, j'ai beau retourner et retourner le problème, je ne vois pas. Non, je ne vois pas lequel d'entre nous aurait osé aller jusque-là. Parce qu'enfin, tout de même, penser à un héritage et souhaiter une disparition, c'est une chose. Mais précipiter froidement cette disparition, c'en est une autre, non? Bien sûr. Mais la maladie de votre oncle a pu aider à franchir le pas. L'assassin a peut-être soulagé sa conscience en pensant qu'il ne faisait qu'éviter une trop longue agonie à sa victime. Non, franchement, je ne vois pas lequel d'entre nous a pu être assez fou pour risquer la prison à vie. La peine capitale, peut-être. À la seule fin de toucher l'héritage quelques mois plus tôt. Eh bien, mais... quelqu'un, précisément, qui avait besoin d'argent au point de ne pouvoir attendre. Vous ne voyez pas? Non. Cherchez bien. J'ai dit non. Aucun de nous n'était pressé à ce point. Pourquoi mentez-vous, monsieur Delambre? Pardon? Je dis que vous mentez. Durant le dîner d'anniversaire, vous avez fait allusion à l'intention qu'avait Georges Vallon de taper votre oncle. Qui vous a apporté ça? Aucune importance. Alors?
Eh ben alors, Georges avait besoin d'argent pour exploiter une invention dont il est l'auteur. Seulement, je vous ferai remarquer que s'il avait projeté de tuer notre oncle, il aurait sans doute évité de m'en parler. Pourquoi l'a-t-il fait? Vous êtes très liés. Non, pas du tout, non, non. Je peux même vous avouer que nous n'avons guère de sympathie l'un pour l'autre. Enfin, comme j'étais le seul à avoir quelque influence sur l'oncle Albert, il m'avait demandé d'intercéder pour lui. Vous l'avez fait? Non, cette allusion était destinée à préparer le terrain, mais la suite ne m'a pas permis de pousser plus avant. Bon. Bon. Est-ce que vous dormez bien, monsieur Delambre? J'ai un sommeil de plomb. De sorte que si la sonnette avait retenti ici, au milieu de la nuit, vous ne l'auriez pas entendue? Ah, certainement pas, non. J'avoue que vous m'étonnez, monsieur Delambre. D'après les dispositions de votre oncle, vous avez tout à perdre si nous ne découvrons pas le coupable, et malgré cela, vous paraissez très peu disposé à nous aider. Mais décidément, vous vous trompez encore, monsieur l'inspecteur. Je n'ai nulle envie de perdre cet héritage. Je vous aiderais si je le pouvais, voyons. Seulement, je ne peux tout de même pas vous choisir un coupable en le tirant au sort. Enfin, j'espère pour nous tous que la police a d'autres moyens. Réfléchissez bien, mademoiselle Gauthier. Vous dites avoir entendu sonner vers 3 heures du matin. Mais c'est la première fois aujourd'hui que vous m'en parlez. Pourquoi? Eh bien, je n'y ai repensé qu'il y a 2 jours en réfléchissant à tout cela. Pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné? Parce que je n'en étais pas vraiment certaine. Tandis que maintenant... Maintenant, oui. Je suis presque certaine de ne pas me tromper. Presque? Au fait, non. Plus j'y pense et plus j'en suis sûre. Bien entendu, cette certitude n'a rien à voir avec le fait qu'elle pourrait vous avantager. Je ne comprends pas. Puisque vous dites avoir passé beaucoup de temps à réfléchir sur tout cela, vous avez bien dû en tirer également quelques conclusions, non? Non? Non, pas spécialement. Dans ce cas, sachez que votre affirmation concernant ce coup de sonnette pourrait fort bien conduire à une inculpation. À condition évidemment que vous soyez prête à la répéter sous serment et devant la cour d'assises. Mais enfin, pourquoi me parlez-vous ainsi? Répondez à ma question, mademoiselle. Oui ou non, avez-vous vu qui descendait? Non. Pour une fois que vous répondez de façon catégorique, vous n'avez pas de chance, mademoiselle. Car c'est votre cousine Agnès qui est descendue pour se chercher à boire. Et elle a nettement vu votre porte se refermer, juste avant qu'elle ne passe devant. Ce qui m'amène à constater que, décidément, vous n'avez pas dû dormir beaucoup durant cette fameuse nuit. Maître Gallois, par exemple. Mais que se passe-t-il encore? Bonsoir, monsieur Delambre. Je suis confus de vous importuner jusque chez vous, mais je ne pouvais guère m'en dispenser. Et permettez-moi de vous présenter monsieur Lelon, mon assistant. Monsieur, très heureux. Il vient par ici, monsieur, je vous en prie. Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Merci. Alors, comment va cette pauvre Mathilde? Son arrestation l'a laissée totalement hébétée. Elle semble devenue sourde et muette. Enfin, c'est aberrant que l'on puisse étayer une inculpation avec des faits aussi minces, on a peine à le croire. À mon avis, ce juge est devenu complètement fou. En ce qui concerne le coup de sonnette, son raisonnement se tient malheureusement assez bien. Votre oncle sonnait toujours lorsqu'il avait une crise. Et Mathilde n'avait jamais, jusqu'à ce soir-là, laissé passer un seul appel. Seulement... Seulement? Je viens de faire une découverte assez troublante, qui pourrait être importante, et qui aurait normalement dû être faite par les policiers. C'est d'ailleurs la raison de ma visite chez vous. Je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Cette fameuse sonnette marche au moyen d'une pile qui est contenue dans un boîtier disposé au-dessus de la porte du salon.
Or, cet après-midi, l'idée m'est venue, je ne sais trop comment, de grimper pour voir ce boîtier d'un peu plus près. J'ai découvert une couche de poussière très respectable, mais qui a visiblement été remuée il y a peu de temps. Ou je me trompe fort, ou ce boîtier a été ouvert récemment. Bon sang. Alors, non content de verser le poison, l'assassin aurait encore coupé la sonnerie afin que mon oncle ne puisse pas appeler. Oui, évidemment, quand on y pense, c'était là une précaution pour ainsi dire indispensable. Enfin, en tout cas, c'est bien la preuve que Mathilde est innocente. Peut-être, oui. Comment peut-être? Enfin, ça crève les yeux, voyons. N'allez pas me dire que la police... Mais je n'ai pas encore prévenu la police, monsieur Delambe. Hein? Étant donné les conséquences possibles, j'ai préféré prendre d'abord votre avis. Car s'il y a des chances pour que cette découverte fasse effectivement tomber l'accusation contre Mathilde Guinchard, elle ne nous aidera pas forcément à découvrir l'assassin. Or, si d'ici quelques semaines, cet assassin n'est toujours pas arrêté, vous perdrez tout. Non, mais je rêve! Vous venez me proposer froidement de laisser Mathilde en prison pour que nous puissions toucher l'héritage? Ne nous emballons pas, je vous en prie. En admettant que Mathilde ait été assez astucieuse pour machiner cet empoisonnement, elle aurait pu laisser volontairement ces traces qui paraissent l'innocenter. La question est donc de savoir si elle était capable d'une pareille machination. Mais enfin, c'est complètement ridicule, voyons. Est-ce que vous voyez cette pauvre femme en train de manigancer une telle histoire? Enfin, d'ailleurs, si elle avait voulu tuer mon oncle, elle pouvait le faire 100 fois plus facilement alors qu'elle était seule avec lui. Elle n'aurait tout de même pas attendu que nous soyons tous là, non? Qui sait? Cela faisait 4 personnes ayant chacune un excellent mobile. Vous demandez pardon, mais je ne comprends pas, maître Gallois. Je vous croyais persuadé de l'innocence de Mathilde. Mon opinion personnelle importe peu, monsieur Delambe. En faisant part de ma découverte à la police, je risque de vous faire perdre une fortune considérable. Il est normal que je prenne votre avis. Eh bien, vous l'avez. Pour moi, Mathilde est innocente. Et si demain matin, vous n'avertissez pas la police, je vous préviens que je le ferai moi-même. Oui, entrez. Et qu'y a-t-il, inspecteur? Une visite, monsieur le juge, maître Gallois. Il insiste pour être reçu et prétend qu'il va nous aider à classer cette affaire. Eh bien, s'il pouvait dire vrai. Dites-lui d'entrer tout de suite, voulez-vous? S'il vous plaît, maître. Bonjour, monsieur le juge. Merci de me recevoir aussi rapidement. Vous plaisantez, mon cher. Comment allez-vous? Pas trop mal, merci, mais j'irai mieux encore lorsque j'aurai rempli ma mission. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous pouvez nous laisser, inspecteur. Si vous le permettez, la présence de l'inspecteur Renard ne me gêne nullement, au contraire. Ah bon, parfait. Asseyez-vous, Renard. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? De feu Albert Delambe, mon client. J'ai ici un pli cacheté dont je suis chargé de vous donner lecture. Encore? Décidément, ce monsieur avait un faible pour les lettres posthumes. Eh bien, ouvrez et lisez. Nous vous écoutons. Un instant. Voici. Monsieur le juge, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, permettez-moi de vous tendre, par la main de mon notaire, le petit chèque que voici. Il est destiné d'une part aux œuvres de la police, et d'autre part, et si possible, à me faire pardonner ce qui va suivre. Et voici le chèque, monsieur le juge. Fichte. Si j'en crois ce chiffre-là, votre client devait avoir beaucoup à se faire pardonner. Vous allez pouvoir en juger. Je continue. Lorsque maître Gallois vous lira ces lignes, je ne serai plus. Ma vie est achevée, la Providence a permis qu'elle soit heureuse, et je m'en irai sans crainte ni regret. N'était cette immense fortune que je laisse et dont la destination future me préoccupe. Je préférerais, sans doute le comprendrez-vous, ne pas avoir à déshériter les membres de ma famille, mes 2 neveux et mes 2 nièces. Malheureusement, et parce que la notion d'argent fausse les rapports entre les êtres, je ne suis jamais parvenu à percer leur véritable nature. Évidemment, je ne suis pas sans avoir quelques idées là-dessus, mais hélas, je n'en ai aucune qui ressemble à une certitude. Et je veux être certain, précisément, car je ne voudrais pour rien au monde enrichir un être mesquin. Peut-être me jugerez-vous un peu fou, mais vous m'accorderez que cela n'est pas un simple radotage de vieillard, puisqu'aussi bien je tiens suffisamment à cette idée pour lui sacrifier les quelques mois qui me restent à vivre. Non. Vous voulez dire que... Non, mais continuez, je vous en prie. Avec la complicité involontaire de mon notaire, lequel ne connaîtra la vérité que peu avant le dénouement, je vais faire subir à mes neveux et nièces une épreuve définitive et qui décidera infailliblement. Voici en quelques mots quel en sera le mécanisme.
Avant d'avaler une dose excessive de mon médicament, je compte fabriquer quelques indices qui attireront, je l'espère, l'attention de la police. Si tel n'était pas le cas d'ailleurs, et pour qu'une enquête soit tout de même ouverte, Maître Gallois posterait une lettre que j'ai préparée à l'intention de monsieur le procureur. Une fois l'enquête ouverte, la suite sera facile. L'autopsie révélera l'absorption massive du médicament, et l'absence d'empreinte sur le flacon, que j'aurai soigneusement essuyé, fera définitivement penser à un crime. Mon but, et j'espère que la pauvre femme me le pardonnera par la suite, est de faire soupçonner, et même, si possible, inculper, ma brave gouvernante Mathilde Guinchard. L'absence de mon coup de sonnette habituel sera sans doute un indice assez faible, mais à la réflexion, il devrait cependant suffire. De toute façon, et même si l'on ne va pas jusqu'à inculper la pauvre femme, Maître Gallois n'en pourra pas moins remplir sa mission. Cette lettre a donc pour seul but de vous faire connaître qu'il n'y a pas eu crime, monsieur le juge, et aussi bien sûr pour vous prier de me pardonner. Ce n'est pas sans regret que je me suis résolu à vous induire en erreur, mais vous me comprendrez peut-être lorsque Maître Gallois vous aura expliqué le pourquoi de tout ceci. Avec mes excuses réitérées, je vous prie d'agréer, monsieur le juge, mes salutations posthumes, mais néanmoins respectueux, signé Albert Delambe. Eh ben... Maître Gallois, tout cela me renverse. Cependant, je ne vous cacherai pas que c'est encore votre complicité qui m'étonne le plus. Mais oui, c'est entendu, votre client a pris grand soin de vous défendre par avance. Mais je ne suis pas convaincu. Vous ne me ferez jamais croire que vous n'étiez pas au courant dès le début. Je comprends votre scepticisme, mais c'est pourtant la vérité, monsieur le juge. Albert Delambe avait prévu diverses solutions. Il m'avait laissé plusieurs lettres que je devais ouvrir selon les circonstances. Il y en avait une, entre autres, que je devais ouvrir le jour où une arrestation aurait lieu. J'en ai donc pris connaissance dès que vous avez eu arrêter Mathilde Guinchard, et je me suis conformé aux instructions qu'elle contenait. Ces instructions étaient? Je devais me rendre, accompagné d'un témoin assermenté, chez chacun des neveux et nièces de M. Delambe, et leur annoncer que j'avais découvert un indice susceptible d'innocenter Mathilde Guinchard. Après quoi, et non sans avoir rappelé que l'absence d'un coupable ferait sombrer l'héritage, je devais obtenir leur avis, c'est-à-dire leur demander s'il convenait ou non de révéler ma découverte. C'est diabolique. Je crois que je commence à comprendre, mais c'est franchement diabolique. Et quelles furent les réponses, si ce n'est pas trop indiscret? Ce n'est pas indiscret. Dans une dernière lettre, qui contenait aussi la copie de son testament, mon client m'autorise à vous révéler en priorité le fin mot de l'histoire. Et cela, j'imagine, afin de gagner un peu votre indulgence. Nous en reparlerons. Alors, j'ai recueilli mes 4 réponses en présence d'un huissier. Monsieur Georges Vallon, croyant ou feignant de croire à la culpabilité de Mathilde, a été catégorique. Pour lui, mieux valait ne pas parler de ma découverte. Par contre, Marc Delambe a très mal pris que je puisse hésiter et m'a menacé de vous prévenir lui-même si je me taisais. Intéressant, non? Et les femmes? Denise Gauthier a été lamentable d'hypocrisie. Pour ne pas risquer de perdre l'héritage, elle aurait bien poussé Mathilde Guinchard jusqu'au pied de l'échafaud. Et l'autre? Ah, là, c'est un peu spécial. Il s'est passé une chose que mon client avait parfaitement prévue, mais envers laquelle il avait décidé de se montrer indulgent. Agnès Bernada a flairé le piège. Comment cela? Elle s'est étonnée et n'a pas cru que je puisse hésiter vraiment devant mon devoir. Elle s'est donc très gentiment moquée de moi et m'a recommandé d'agir selon ma seule conscience. Eh bien, je suppose qu'elle ne regrettera pas sa prudence. Car bien entendu, ces différentes réponses vont se traduire par une échelle variable sur le testament de l'oncle, non? Si l'on peut dire. Mon client ne s'est pas donné tant de mal et n'a pas sacrifié les derniers mois de sa vie pour établir simplement quelques variations. À part la maison, qui revient à Mathilde, pour la payer de ses tourments, la fortune d'Albert Delambe va être divisée en 5 parts égales. Mais les parts de ceux qui auront été d'avis de laisser Mathilde en prison, c'est-à-dire Georges Vallon et Denise Gauthier, seront intégralement versées aux œuvres de la commune. Non. Si. Oh, comment? Vous voulez dire qu'il ne leur laisse vraiment rien? Pas un brin d'herbe et pas le plus petit sou. C'est évidemment sévère, mais après tout, ils ne pourront s'en prendre qu'à leur cupidité. Oui, et oui, bien sûr. N'empêche, cet oncle Albert était tout de même un curieux esprit. Ah, je regrette bien de ne pas l'avoir connu. En tout cas, je lui pardonne le mal qu'il nous a donné. Eh bien, je vous remercie pour lui, monsieur le juge. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air soucieux. C'est-à-dire que j'ai hâte d'être à demain, oui. Je dois procéder cet après-midi à la lecture du testament. Et j'ai dans l'idée que ce ne sera pas précisément une partie de plaisir.